Café Inclusivité, le podcast de l'Association des ailes déployées, dédié à l'inclusion et à la diversité dans le monde du travail. Que vous soyez un employeur, un professionnel, cherchant à améliorer vos pratiques inclusives, désireux d'en savoir plus dans la diversité ou une personne en situation de handicap, Café Inclusivité est le podcast qu'il vous faut. Je suis Charlotte Rank, job coach. Ensemble, faisons de l'inclusion une réalité quotidienne. 13e épisode, l'accessibilité. Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Café Inclusivité qui portera aujourd'hui sur le thème de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, que ce soit dans nos lieux de travail, nos musées, nos théâtres ou nos espaces culturels. J'accueille aujourd'hui Sophia Sissoko, de l'entreprise adaptée Séquence Clé qui est une entreprise adaptée audiovisuelle, référente handicap et accessibilité. J'accueille Michel Lomonaco, qui travaille au musée du Louvre, qui est référent aussi accessibilité et handicap. Et j'accueille Christelle Simon, en charge des publics au Théâtre de la Ville et aussi en charge d'une partie de l'accessibilité. Donc bienvenue à tous, merci d'être venus nombreux. J'ai toujours envie de commencer, de vous dire déjà pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher par rapport à ce thème-là ? Moi, ma première question vraiment, et je me la pose, c'est quoi l'accessibilité ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Charlotte, je suis Sophia Sissoko, donc référente handicap et accessibilité au sein d'une entreprise adaptée qui se nomme Séquence Clé Production. Et donc, au sein de cette entreprise, je gère donc un projet d'accessibilité à l'emploi pour les personnes en situation de handicap qui ont connu une rupture professionnelle due à leur situation, et notamment dans le domaine de l'audiovisuel en particulier. Et donc, dans ce cadre, j'accompagne également les salariés en situation de handicap et je gère aussi tout ce qui est lié à l'accessibilité et au handicap au sens très large. Donc, lorsqu'il y a par exemple des déplacements de salariés au sein d'un événement, je dois veiller à leur accessibilité, à l'accessibilité de ce qu'on appelle la chaîne de déplacement. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à aller d'un point A à un point B. Je veille aussi à l'accessibilité numérique. Donc, on a un site internet et on doit veiller à son accessibilité pour qu'il soit utilisable par toutes et tous. Et comment est-ce que je définirais l'accessibilité ? Je dirais que c'est tout simplement, entre guillemets, rendre un lieu, une information, un service, un outil utilisable, compréhensible, manipulable par toutes et tous, mais en premier lieu pour les personnes en situation de handicap. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Michel Lomonaco. Comme Charlotte l'a souligné, je travaille au musée du Louvre depuis très longtemps, depuis un petit peu moins longtemps sur tous les dossiers autour de l'accessibilité du handicap. Donc, moi, je suis référent accessibilité et je m'occupe de toute la programmation handicap au sein du musée, ce qui est un vaste domaine puisque on est un lieu qui accueille énormément de monde. Dans l'idée de prolonger un petit peu, alors je vais faire un tout petit peu d'histoire, mais c'est un élément constitutif aussi important dans l'histoire du Louvre. Donc le palais est devenu musée en 1793. Je n'y étais pas, je précise, mais j'ai lu l'histoire et du coup dans la charte constitutive du musée du Louvre, ce lieu était défini comme le premier musée universel. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle, un musée universel. Alors bien sûr, je pense qu'à l'époque, on entendait surtout l'idée d'universalité des collections, mais nous, on a vraiment décidé, avec l'équipe avec laquelle je travaille, que le Louvre soit aussi un lieu d'universalité des publics. Et donc, nos missions, c'est vraiment de pouvoir accueillir tout type de public, quelle que soit sa provenance, sa situation, qu'absolument tout le monde puisse venir et profiter du musée. Je suis arrivé, moi, sur les dossiers handicap en 2012, donc ça fait une petite quinzaine d'années, avec une mission très précise, qui était vraiment de reprendre cette idée d'universalité des publics sur la partie, bien sûr, moi, handicap, accessibilité, et avec une politique que le Louvre avait choisi d'avoir. Et donc, pour cela, en développant une politique d'accueil, mais déjà une politique
qu'on a appelé, nous, une politique en hors les murs, qui est déjà d'aller au devant des publics. Donc notre politique d'accessibilité, ce qu'on entend par accessibilité, c'est d'aller au devant des publics, dans les lieux dans lesquels ils sont, dans les associations, les structures, de parler du Louvre et de toujours accompagner et préparer la venue au musée de manière à garantir cette universalité qui va avec l'accessibilité de tous les publics. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Christelle du Théâtre de la Ville à Paris, où je m'occupe du développement des publics et notamment du champ de l'accessibilité. Ça fait 6 ans que je suis au Théâtre de la Ville et 10 ans dans différents théâtres de service public. En fait, le principe du théâtre de service public, c'est qu'on reçoit une subvention qui va avec un cahier des charges. Et notre cahier des charges, c'est d'être un lieu ouvert à toutes et à tous, et d'aller chercher en fait les gens qui ne viennent pas spontanément, comme vous l'avez dit. C'est pareil, le Théâtre de la Ville, c'est un théâtre qui n'a pas de problème de fréquentation, qui a une dynamique d'abonnement qui existe depuis toujours. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les salles soient le plus mélangées possible et qu'il n'y ait pas que les habitués et les abonnés de 10, 15, 20 ans qui viennent au Théâtre de la Ville, et qu'on garde des places pour aller chercher les publics qui sont peut-être plus timides ou qui ont plus de réticence à venir. Et effectivement, le théâtre, un peu comme le musée, on peut en parler, c'est un lieu qui peut faire peur, où on se dit le théâtre c'est pas pour moi. On a moins de barrières à aller au cinéma, on a des barrières, des freins psychologiques pour aller au théâtre, ça peut impressionner. Donc du coup, notre enjeu, c'est vraiment de lever tous ces freins et de permettre la venue au théâtre des gens qui n'en ont pas l'habitude et qui n'oseraient pas et qui ne pourraient pas en fonction de leur situation de handicap. Mais pour moi, l'accessibilité, elle est presque même plus large. Aujourd'hui, on va parler de la situation de handicap, mais l'accessibilité, ça peut être une question de tarif, une question de cheminement physique, une question d'accès intellectuel, une question de langue. Il y a plein de niveaux d'accessibilité différents. Et on travaille sur tous ces aspects pour qu'effectivement les salles soient les plus mélangées et les plus variées possibles et qu'il n'y ait pas qu'une seule catégorie de population au théâtre. Donc effectivement, l'accessibilité, ça passe par plein de choses très différentes, du cheminement physique à une politique tarifaire, à une programmation avec des dispositifs pour des personnes en situation de handicap, que ce soit une audiodescription, des séances avec des interprètes LSF, des lunettes de surtitrage, des séances relax. Il y a énormément de dispositifs qui existent aujourd'hui dans les théâtres, et c'est de pouvoir les faire exister, les multiplier, qu'il n'y ait pas une date unique aussi, parce que quand on veut aller au théâtre, on n'est peut-être pas disponible à l'unique séance qu'on nous propose en audio-description ou avec interprète LSF. Et c'est de faire vivre ces dispositifs et d'aller chercher ceux qui pourraient en bénéficier, qui n'ont peut-être pas l'habitude aussi que ces institutions leur ouvrent les portes et leur dédient des programmes. Alors, je tiens à préciser donc qu'on fait un partenariat au niveau des ailes déployées avec le théâtre de la ville. Certains savent qu'ils peuvent bénéficier de places à tarif vraiment très intéressants. Et puis faire aussi des rencontres métiers, des visites des salles, rencontrer parfois des artistes, ce qu'on appelle des bords plateaux. On ne fait pas de partenariat encore avec le Louvre. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et je tiens à préciser aussi qu'on a des personnes qu'on accompagne qui sont salariées, notamment de cette entreprise adaptée chez Séquence Clé, au sein du service d'emploi accompagné. Voilà. Alors moi j'ai une petite question. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Par exemple, qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? J'ai vu que récemment, au Théâtre de la Ville, il y avait des lunettes. Je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. J'ai découvert ça la dernière fois. J'ai vu des gens dans la salle avec des lunettes et je me suis dit, tiens, ça doit toucher à l'accessibilité. Donc voilà, j'aimerais bien comprendre certaines actions concrètes aujourd'hui qu'on peut voir dans vos lieux. Alors effectivement, depuis 3 ans, je crois que c'est la 3e année, on déploie les lunettes connectées Panthéa au Théâtre de la Ville. Donc ça, c'est un outil assez innovant, assez récent, qui sont des lunettes Epson qui permettent d'afficher, qui sont transparentes, et qui, dans votre champ de vision, vous permettent d'afficher soit du sous-titrage en français pour les personnes qui ont des problèmes de surdité, soit en français adapté pour les personnes sourdes et malentendantes, ce qui signifie que vous avez le nom de la personne qui parle devant, toutes les indications liées à l'ambiance sonore, s'il y a une musique, s'il y a une sonnerie, s'il y a un claquement de porte, un chien qui aboie, etc.
Ça peut être aussi du sous-titrage en anglais pour toutes les personnes non francophones qui vont venir assister à des spectacles au Théâtre de la Ville. Ça peut être aussi une vidéo avec des interprètes LSF qui ont été préalablement filmés et qui sont incrustés dans notre champ de vision, qui permet aux personnes sourdes signantes d'avoir accès donc à un spectacle sous-titré en langue des signes française, et c'est topé en direct, ce qui signifie que effectivement ça suit bien le rythme du spectacle. Et ces mêmes boîtiers peuvent nous servir, si on ne branche pas les lunettes mais qu'on branche un casque, à mettre de l'audiodescription pour les personnes non-voyantes. Donc en fait, ça, c'est un dispositif qui est assez innovant, qui est assez récent, mais pour nous, il répond à beaucoup d'enjeux, dont ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que jusqu'à présent, quand on allait proposer une audiodescription ou un interprète LSF sur une représentation, c'était du one-shot, une seule date proposée sur toute l'exploitation d'un spectacle. On n'a qu'une seule date pour de l'audiodescription, qu'une seule date avec du surtitrage, et ça nous coûtait quand même très cher. Là, on va pas se mentir, c'est toujours coûteux, mais par contre, ça nous permet de multiplier les différentes offres qu'on propose à notre public, à savoir que le même soir, il y aura du sous-titrage français adapté pour les sourds et malentendants, LSF, audiodescription, anglais, et ça, c'est sur tous les soirs, sur le même spectacle, tous les soirs de chaque représentation, et ça permet de toucher des profils le plus variés possible et des situations les plus variées possibles. Donc voilà, et donc si vous voulez venir tester, je vous invite aussi à les tester, si vous êtes curieux, que vous voulez voir comment ça marche. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été confrontées dans certains lieux à des problèmes en termes d'accessibilité ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager à ce niveau-là ? Alors, pour ma part, au cinéma, je sais que c'est encore compliqué d'y aller pour moi parce que j'ai besoin d'avoir des temps de pause et parce que c'est très fort aussi le bruit. Et je trouve ça dingue qu'ils ne proposent aucun système pour atténuer le bruit, donc des casques, des bouchons d'oreille, des choses comme ça, juste en libre service qu'on rend à la fin. Ça serait bien. Et même de sortir, alors je sais que ça c'est compliqué de mettre des pauses dans un film, tout ça. Mais c'est des choses qui pour moi sont compliquées quand je vais au cinéma et au théâtre quand il n'y a pas d'entracte. Oui, une association qui s'occupe. L'association Culture Relax, ils sont venus à un café au mois de décembre. D'ailleurs, on a un peu diffusé de l'information auprès de chaque unité par rapport à Culture Relax, où vous pouvez vraiment aller au cinéma de façon beaucoup plus adaptée. C'est-à-dire que pendant ces séances, vous pouvez sortir, vous pouvez revenir. C'est beaucoup plus adapté pour tout le monde. Et puis, il y a aussi le théâtre. Vous pouvez aller au théâtre pendant une séance relax. Et c'est la même chose, en fait. Nous, dans nos salles, on a mis en place des systèmes de distributeurs de bouchons d'oreilles en libre service. Ça permet, et moi-même, je trouve, il y a plein de spectacles où des fois, je me bouche les oreilles et je trouve que c'est beaucoup trop fort. Et j'ai l'impression que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est vraiment globalement très fort le son. Donc, je suis assez d'accord. Et effectivement, je trouve que le système le plus simple, c'est quand même le distributeur de bouchons d'oreilles en libre service dans ce type de salle. Nous, au Théâtre de la Ville, on le fait. Par contre, on n'a pas encore les séances relax, mais promis, c'est sur le haut de la to-do list. Est-ce que dans vos structures, vous pouvez observer des difficultés, des obstacles par moment que les personnes en situation de handicap rencontrent dans votre environnement, que ce soit des informations incompréhensibles, un manque de place. Voilà, est-ce que des choses qui fonctionnent pas encore très bien et sur lesquelles vous penchez, qui seraient des choses de fait à améliorer ou à construire? Dans les éléments à améliorer, alors au Louvre, il y en a plein. Donc, partout, mais c'est vrai que nous, alors déjà, on part de loin, parce que par essence, on est un bâtiment ancien qui n'a pas vraiment été pensé. Le palais, à travers les siècles, n'a pas vraiment été pensé comme un lieu accessible. Au contraire, d'ailleurs, des fois, il fallait plus, justement, qu'il ne soit pas trop accessible. Donc, en tant que musée, on prend l'exact contre-pied de ce qu'a été le palais à l'origine. Donc, il y a déjà tout le travail sur le cadre bâti ancien, qui est en plus classé pour le Louvre. Alors ça, c'est un peu moins mon domaine. Heureusement, on a un architecte qui s'occupe de ça. Mais après, il y a tous les éléments de compréhension quand on rentre dans le musée. Donc, dans les éléments vraiment d'amélioration, il y a toute notre politique de signalétique. Parce que pour ceux qui, par exemple, d'entre vous sont déjà venus au Louvre, se retrouver sous pyramide, c'est un moment qui peut être un peu compliqué au musée quand on vient pour la première fois, parce qu'il y a du monde, il y a du bruit, il y a plein
plein d'indications différentes, et quand on ne connaît pas comment ça fonctionne, ça peut être un peu compliqué. Donc il y a un gros travail que l'on mène déjà pour essayer de repenser la signalétique. Un musée est beaucoup porté dans sa politique culturelle par des conservateurs, et on a des conservateurs qui sont extraordinaires au Louvre, mais qui n'ont pas été formés à forcément rendre très facile et accessible leur langage et ce qu'ils véhiculent à travers les collections. Donc ça, c'est aussi un gros travail auquel on s'attelle, et là, on a mis en place des groupes de travail d'ailleurs autour des collections et de ce travail-là, parce que quand vous rentrez dans le musée, que vous allez, une fois que vous avez passé le premier écueil de la pyramide et que vous rentrez dans les collections, il y a certains endroits où vous allez lire un panneau de salle, et c'est pas toujours très simple. Donc notre travail aussi, c'est maintenant de travailler sur les cartels, les panneaux de salle et tous les éléments qui parlent des œuvres, des collections, des endroits dans lesquels vous vous trouvez. Donc voilà 2 gros chantiers pour le Louvre. Okay. Est-ce qu'il y a des choses actuellement qui se mettent en place ou que vous allez mettre en place chez Séquences Clés ? Alors, en ce qui nous concerne, en termes d'amélioration, donc effectivement, on a pas mal de choses à faire encore à l'heure actuelle, mais c'est une amélioration qui ne se fait pas seule et qui ne peut pas se faire toute seule, puisque nous, on parle principalement de l'accessibilité à l'emploi. En interne, étant donné qu'on est une entreprise adaptée, donc plus de 65% de nos salariés sont en situation de handicap. L'accessibilité est donc inhérente à notre entité. Et donc ça passe par absolument tout. L'accessibilité, donc comme je l'ai dit, du cadre bâti, donc de l'établissement dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Ça passe également par l'accessibilité numérique, donc comment avoir accès à notre structure via notre plateforme, donc via notre site internet. Ça passe également par l'accessibilité à l'information, donc comment est-ce qu'on communique sur nos réseaux sociaux, comment est-ce que nos supports pédagogiques sont réalisés, est-ce qu'on a besoin du facile à lire et à comprendre pour un salarié ou une salariée en particulier, est-ce qu'on a besoin de langue des signes française pour faciliter la compréhension en réunion par exemple. Donc il y a vraiment tous les aspects à 360 degrés de l'accessibilité qui sont, ou en tout cas qu'on essaie de prendre en compte. Maintenant, en termes d'amélioration, donc effectivement, notre objectif, c'est d'aller vers des structures pour qui le handicap et l'accessibilité restent encore un point d'interrogation. Et dans le domaine de l'audiovisuel, c'est un gros point d'interrogation qu'on tente de potentiellement améliorer, ou en tout cas, on tente d'acculturer les entreprises telles que les grands groupes comme TF1, Canal+, etc. Et donc, on tente de tout mettre en place pour que l'accessibilité puisse être vue non pas comme un sujet, mais comme quelque chose de suffisamment naturel. Et donc ça passe par le travail avec les autres, surtout. Donc ça, c'est une des améliorations qu'on tente de mettre en place à travers le programme de retour à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Christelle, chez vous, au Théâtre de la Ville. Alors chez nous, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il faut rester humble sur l'accessibilité. Je pense qu'on est au tout début de beaucoup de bouleversements à venir, et il y a encore énormément de choses qui dysfonctionnent, qui sont pas claires, qui sont améliorées. Mais encore que ce qui a été pensé il y a 3 ans est déjà presque caduque quand on parle des boucles magnétiques pour les personnes sourdes. Enfin, ça va très vite, ça évolue très vite. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, le côté lieu patrimonial où les accès ne sont pas pensés. Notre deuxième site, c'est le Théâtre des Abbesses qui est dans le 18e arrondissement, qui a été créé dans les années 90 par des architectes qui ont décidé de refaire une sorte de petit théâtre à l'italienne. Mais en termes de cheminement et d'accès pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil, c'est totalement inaccessible. Les personnes en fauteuil roulant doivent rentrer par une entrée qui n'est pas l'entrée principale, qui est dans une petite rue en pente. Alors je vous raconte pas faire entrer un fauteuil dans une petite rue en pente par une petite entrée. Voilà, la galère, elle est là tous les jours pour ces personnes-là et pour les équipes d'accueil qui essayent de leur faciliter le travail aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et des choses qui vont vite et d'autres choses qui sont
très 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 longues et il y a encore énormément de couacs. Et je comprends que ce soit décourageant pour les personnes concernées. Et c'est vrai que c'est des politiques publiques aussi, des politiques d'aménagement, des politiques de budgétaires. Aujourd'hui, dans les grands équipements culturels, rares sont ceux qui ont une vraie ligne budgétaire dédiée à l'accessibilité. Or, on en fait tous. Mais pour autant, il n'y a pas forcément une ligne budgétaire dédiée, ce qui veut dire que chaque chose qu'on met en place, on doit aller la négocier au coup par coup avec l'administrateur, le directeur. Donc c'est un travail acharné et continu, assez invisible, mais oui, je pense qu'il faut être lucide, il y a encore beaucoup de choses à faire. Quelqu'un, une question, une intervention ? Oui. C'est pas tant pour une question, c'est quand même pour dire que le Théâtre de la Ville a fait d'énormes progrès ces 10 dernières années. Mais vraiment, c'est époustouflant. J'ai eu l'occasion dans d'autres professions de mettre en place un partenariat avec les théâtres de la ville, ça avait été une catastrophe. Et pourtant, on répondait bien au cahier des charges, une structure de Gonesse, donc banlieue, et vous deviez intervenir vers banlieue, vous n'aviez pas encore commencé à l'époque, c'était en 2014-2015. Notre intermédiaire était Rachidou Ramdam, qui finissait sa résidence à Gonesse et commençait sa résidence au Théâtre de la Ville, qui avait demandé à Emmanuel de Marcimota de jouer avec la maîtrise du conservatoire de Gonesse. Ça a été difficilement accepté. Et après, la trouille du Théâtre de la Ville, mais je vous le dis vraiment comme ça, c'est qu'on vienne avec les familles et des structures de personnes en situation de handicap, parce que Gonesse était très connu pour le nombre de structures sur son territoire avec des personnes en situation de handicap. Et ça avait été la trouille, et on nous avait absolument limité le nombre de places par soirée, par peur que la banlieue handicapée déferle, mais c'était vraiment ça, déferle au Théâtre de la Ville. Donc vraiment, tous les progrès, c'est formidable. Et je l'ai constaté de visu, vraiment, au comptoir. Certes, on ne peut pas réserver par Internet ce merveilleux tarif très accessible, du coup. Par contre, quand vous allez au Théâtre de la Ville, il se trouve qu'un jour, j'ai accompagné une personne que j'ai trouvée sur le parvis du Théâtre de la Ville, une personne déficiente visuelle. Votre collègue qui était à la billetterie a été merveilleuse. Elle lui expliquait qu'elle pouvait venir à tout moment, et dire ses besoins spécifiques effectivement pour les places. Et ça, c'est merveilleux. D'avoir aussi un interlocuteur humain, de pas passer toujours par Internet. Alors si on a les deux, c'est mieux. Mais ça, c'est un service primordial d'avoir quelqu'un qui est en mesure d'écouter les besoins et de comprendre sans avoir besoin qu'on lui raconte toute sa vie, quoi, vraiment. Ouais. Alors, du coup, je rebondis parce que là, on est sur du positif. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui est mis en place et qui marche dans vos structures ? Alors, ce qui marche déjà, c'est qu'on ait un site qui soit... on a essayé de travailler au Louvre sur le cheminement du public. Donc, avant, pendant, après. Avant, c'est comment je peux me renseigner pour avoir des informations et savoir ce que je peux faire au musée. Donc, on a un email dédié, une ligne téléphonique dédiée handicap, et on a un site qui est à la fois de plus en plus accessible, et surtout on a la chance d'avoir des pages spécifiques accessibilité qui permettent, parce que le site est à l'échelle du musée, donc un peu tentaculaire, donc du coup si vous savez pas où chercher l'information, ça peut être un peu compliqué. Donc on a des pages dédiées accessibilité qui est une entrée, donc vous rentrez par la page accessibilité, et à l'intérieur, on a des onglets par type de handicap. Et là aussi, vous pouvez aller voir comme ça, le plus rapidement possible, qu'est-ce qui me concerne en tant que personne en situation de handicap, de tel ou tel type de handicap, qu'est-ce qu'il y a pour moi ? De quelle manière je peux venir au musée ? On a des parcours, les parcours dont je parlais tout à l'heure, sur lesquels on intervient pour les groupes, on les a mis en consultation sur le site du musée, ou si j'arrive à une station de métro, je sais quel cheminement je dois faire, quelle entrée je dois prendre, voilà, avec tous ces éléments visuels, quel type de visite ou d'activité je peux faire. Donc ça, c'est sur la préparation. Sur l'accueil et le pendant au musée, on a parlé formation, et ça, c'est un élément primordial, parce que à partir du moment où on développe le type de public qui vient au musée, il faut que
tous les personnels qui soient en situation d'interagir avec le public soient formés. Et ça, justement, parce que quand on connaît pas, on le soulignait juste avant, on connaît pas, on peut réagir maladroitement, pas avoir la bonne attitude, le bon positionnement. Donc, au Louvre, alors on est une grosse structure au Louvre, on est 2200 personnes à travailler, dont 1200 environ qui travaillent directement en face publique. La formation mieux accueillir le public en situation de handicap, elle est obligatoire. Donc on ne peut pas travailler en action, en interaction avec le public, que ce soit aux entrées, dans les salles, à la vente de billets ou autres. Alors c'est gratuit pour les personnes en situation de handicap, le Louvre, mais au contrôle et autres, sans avoir fait cette formation-là, avec un module d'un jour et demi, ce qui est dans l'absolu peut-être pas énorme par rapport à une politique de gestion du personnel. Déjà dégager un jour et demi, c'est des gens qui seront pas présents dans les espaces, donc c'est important. Et puis sur 1200 personnes, ça veut dire faire beaucoup de formations. Donc on a ces éléments-là, on a des modules complémentaires aussi. Par exemple, dans les programmes qu'on a développés tout à l'heure autour de l'autisme, j'en ai parlé, de l'autisme, de la santé mentale et autres, on retrouve beaucoup de handicaps invisibles. Alors souvent on sait comment se positionner face à un handicap visible. On voit quelqu'un en fauteuil, on voit une personne avec une canne, voilà, on peut avoir des réflexes parce que finalement c'est quelque chose auquel on a été confronté. Comment me positionner sur un handicap invisible? Donc sur quelque chose que je ne constate pas de premier abord. Donc on a aussi maintenant, on a mis en place, alors c'est récent, depuis fin d'année dernière, des modules aussi d'explication, d'accompagnement et de positionnement sur différents types de handicaps invisibles. Parce que vraiment l'idée, si on développe une politique culturelle à destination des personnes en situation de handicap, tout le monde doit être en ordre de marche et pas simplement moi, mon équipe, développer des programmes, avoir des éléments et des outils et des médiations adaptées, mais que l'ensemble des acteurs du musée soient vraiment en ordre de marche et en ordre d'accueil. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose dans les points positifs. Est-ce que du coup, dans vos structures, il y a des sensibilisations qui sont faites justement pour que les collaborateurs puissent vraiment, comme vous disiez, s'adapter au mieux aux personnes en situation de handicap? Est-ce que ça se fait? Totalement. Donc nous, chez Séquence Clé, même si on est une entreprise adaptée, on sensibilise également les salariés aux différents types de handicap. Mais aussi et surtout les entreprises de l'audiovisuel qui vont potentiellement avoir pendant un moment un salarié en mise à disposition pendant plusieurs mois chez eux. Donc oui, on sensibilise et je pense que c'est un premier pas. La sensibilisation. Il faut ensuite passer effectivement par la formation et par ensuite le fait d'avoir plus de 6% au sein de sa structure, mais voilà, ça c'est un autre débat. Mais oui, on passe par la sensibilisation en premier lieu. Et du coup, en termes d'accessibilité aussi, parce que vous parliez de mise à disposition, donc comment ça se passe si par exemple quelqu'un de chez vous est mis à disposition dans une entreprise plus grosse finalement? Oui. Comment ça se passe? Alors, on prend bien évidemment tous les besoins du salarié qui sera mis en mise à disposition et on informe la structure. Donc on a une personne, c'est souvent le ou la référente handicap de la structure qui est informée et qui met en place tous les besoins du ou de la salariée qui sera en mise à disposition au sein de la structure. Exactement. Oui. Bonjour à tous, moi je suis Zoulira Ousmani. Donc, je suis comme vous atteinte d'un handicap. Et voilà, moi, ma question s'adresse plutôt à vous. Je vais savoir, en termes de recrutement, vous dites que vous êtes à un taux élevé de personnes en situation de handicap. Je vais savoir si c'était du handicap de toute nature. Oui. Comment vous avez atteint ce niveau-là? Comment vous avez pu... parce que c'est vrai qu'en général... c'est assez compliqué en tant que personne en situation de handicap de trouver du travail. Et donc, moi, je serais intéressée de savoir comment ça se fait que dans votre structure, vous avez... Oui, alors, on est une entreprise adaptée. Donc, du coup, on fait partie du secteur protégé de l'État.
Et donc, on a une obligation d'avoir plus de 65% de nos salariés en situation de handicap. Et donc, ça passe par le fait de faire des appels de recrutement. Voilà, on recherche un ou une ingé son, donc on fait passer ça sur nos réseaux sociaux et donc on a des retours à ce niveau-là. Mais on est dans l'obligation d'avoir un pourcentage plus élevé, étant donné qu'on est une entreprise adaptée. Après, ça reste le milieu ordinaire de travail. Exactement, ça reste le milieu ordinaire de travail, mais on fait partie du secteur protégé. Okay. Merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, je rebondis parce que ce serait intéressant du coup de voir aussi avec votre job coach au service d'emploi accompagné, qu'elle puisse accompagner la démarche avec vous en direction de l'entreprise adaptée. Alors, comment faire pour que les personnes justement concernées puissent donner leur avis ? Type, je ne sais pas, groupe de parole, boîte à idées, questionnaire, groupe de travail. Comment ça se passe ? Nous, jusqu'à présent, on n'avait pas forcément de dispositif dédié au théâtre de la ville. Souvent, ça passait par la relation humaine. Par exemple, à l'issue d'une audiodescription, quand les personnes non-voyantes remettent leur casque d'audiodescription, de toujours demander est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que le matériel était de bonne qualité, est-ce que la qualité de l'audiodescription était bien. Donc, c'était plus vraiment de l'ordre de la relation et au moment où l'interaction se fait avec le public. Là, on est en train de réfléchir sur nos dispositifs d'amplification sonore pour les personnes sourdes, devenues sourdes. Donc effectivement, il y a quand même besoin d'avoir ces retours et de trouver des petites instances. Dans l'idéal, on aimerait le faire sur tout ce qui est handicap et accessibilité, avoir une sorte de petit comité de pilotage de personnes avec différentes situations qui puissent nous dire attention, là la communication, là ceci, là l'accueil, enfin voilà. J'espère qu'à terme on arrivera à le mettre en place. En tout cas, dans l'immédiat, on réfléchit à le mettre en place sur la question de la surdité, là par exemple. Alors sur le Louvre, il y a plusieurs niveaux. Alors déjà, moi, dans mes missions, sur tous les outils que je mets en place, comme je travaille avec je ne travaille quasiment qu'avec des structures de personnes en situation de handicap, systématiquement, à chaque étape, je travaille avec les structures, je fais valider, on réorganise, mais ça c'est parce que moi c'est mon métier et je trouvais ça assez insuffisant à l'échelle du musée. Donc on en a beaucoup parlé avec notre direction et surtout il y avait quelque chose que je trouvais un peu ennuyeux, c'est qu'on avait petits comités de public, en plus on va dire des focus group sur tout ce qui était par exemple l'exposition temporaire. On réunissait systématiquement un groupe de personnes avec à l'intérieur des personnes en situation de handicap pour leur présenter les outils qui étaient mis en place pour l'exposition temporaire, la scénographie, tous ces éléments-là. Ça fonctionnait plutôt bien, mais on n'avait pas du tout ça sur l'aspect permanent du musée, qui est quand même l'essentiel. Nos expositions temporaires, par principe, c'est temporaire, mais on a tout le fonctionnement courant. Donc on remet en place maintenant de manière permanente un comité des publics. Dans ce comité des publics, il y aura des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est vraiment... on a remis en place un comité accessibilité au Louvre qui est transverse à l'ensemble des directions du musée, dont des publics en situation de handicap, et qui aura un avis consultatif important sur toute la politique accessibilité du musée. Merci beaucoup. Comment ça se passe pour vous chez Séquence ? Pour nous, du coup, ça se passe en interne avec les salariés qui sont en situation de handicap. Lorsque, par exemple, il y a un événement interne qui doit être réalisé et que je propose plusieurs choses, j'attends toujours leur retour via ce qu'on appelle un CA, un Crazy Afternoon. C'est un brainstorming, durant lequel on échange et j'ai leur retour à l'instant T avant même de réaliser la chose en question. On passe aussi par des Google Forms pour avoir justement les retours en direct, après l'événement. Donc oui, ça se passe plutôt comme ça. Après, pour ce qui est d'un point de vue interne, on se base aussi sur, par exemple, des commentaires qu'on peut avoir sur certaines publications. On a eu un retour d'un utilisateur sur LinkedIn qui a indiqué que notre publication n'était pas accessible. Et donc on a pris ça en compte et on a tenté de corriger du mieux possible la problématique. Donc on se base aussi sur ça. On aime beaucoup la transparence. On aime quand les choses sont dites parce que ça nous permet aussi de nous améliorer de manière constante. En tout cas, merci beaucoup
toujours riche d'expériences et de témoignages. J'espère que vous repartirez avec plein d'idées, de conseils et de choses à partager, puis d'aller chercher aussi l'information ou peut-être de revenir vers nous pour qu'on puisse faire le lien aussi. La prochaine édition portera sur l'entretien d'embauche, la prise de poste et l'intégration. Donc ça, c'est un peu la continuité de tout ce qu'on est en train de raconter. Il y a quand même un fil conducteur à travers tous ces cafés, qui est l'inclusion. Donc merci à tous, et on peut continuer à échanger autour d'un café et de petits gâteaux. Merci beaucoup. Merci. 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 Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à distribuer quelques étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le prochain épisode portera sur le recrutement, la prise de poste et l'intégration en entreprise.